Ho! Aujourd'hui, nous allons parler de l'épisode 6 de Shingeki no Kyojin, un épisode qui a bouleversé de nombreux fans, même si on s'attendait à ce qu'il soit orienté action. Nous venons de basculer dans une nouvelle ère, et il n'y a plus de retour en arrière possible. L'épisode commence par un premier et ultime focus sur William Tibur, lequel, avant de partir pour son discours sur la place de Revelio, fait ses au revoir à ses enfants, tout en ayant conscience qu'il s'agit potentiellement d'adieu. Les enfants, tous de bas âge, mis à part la fille aînée, ne semblent pas réaliser la gravité qui entoure la situation de leur père, contrairement à son épouse qui a bien compris que c'est peut-être la dernière fois qu'elle voit son bien-aimé. Hajime Isayama, l'auteur de Shingeki no Kyojin, s'arrange pour humaniser un personnage qui, on le sait, est d'ores et déjà mort. C'est un procédé qu'il a coutume d'utiliser et qui peut faire son effet sur les fragiles de cœur dont je fais malheureusement partie. Il se peut que je dise des bêtises, mais il me semble que cette phase de Willy Tibur avec toute sa famille n'apparaît pas dans le manga. Contrairement à la scène de la calèche où Willy s'entretient avec le général Théo Magat, c'est lors de ce passage que nous réalisons que Willy a conscience des enjeux de ce qu'il s'apprête à faire, mais il est prêt à mourir pour le bien commun. À travers le risque immense qu'il prend, nous pouvons apercevoir un certain désintéressement de Willy Tibur pour sa vie, même si paradoxalement celui-ci hurle son désir de vivre juste avant de périr des mains des reines. Mais disons qu'elle est supplantée par une volonté d'établir une paix pérenne à travers le monde, quand bien même celle-ci doit se faire via l'extermination des démons eldiens. Que ce soit Willy ou Théo, les deux hommes savent parfaitement qu'il n'y a pas de camp du bien. Il n'y a que deux camps du mal. D'un côté, l'Empire eldien qui n'a eu de cesse de massacrer des populations entières, décennie après décennie, centenaire après centenaire. Et de l'autre, Mar, qui, de persécuté, est devenu le persécuteur. Nous pouvons d'ailleurs observer le mépris manifeste de Willy pour cette hiérarchie militaire, notamment au niveau des armées aériennes et navales de Mar, pour la simple et bonne raison que la plupart de ces hauts gradés ont fait prévaloir leur soif du pouvoir sur le bien du peuple. Cette volonté d'être prêt à mourir pour le bien commun, on la retrouve chez bon nombre de protagonistes de Shingeki no Kyojin, et notamment le 13e major Erwin Smith, qui lui aussi, lors de la reconquête de Shiganshina, n'a pas hésité à mettre sa vie en jeu afin que Levi puisse débusquer le titan bestial et lui administrer une correction mémorable. Et alors que l'on commençait à comprendre la complexité du personnage de Willy Tibur, nous voilà ramenés au présent sur une situation d'horreur totale, et Eren finissant d'avaler Willy Tibur, son sang dégoulinant sur son visage, avant de se tourner vers une foule tétanisée et anéantir d'Urchef la tribune militaire. Notez la réaction de ce haut gradé qui, contrairement à ses pairs, semble réaliser que tout est fini pour lui et accepte de manière plutôt sereine, comme s'il s'y était plus ou moins préparé. Il s'agissait peut-être d'un des rares éléments récupérables de cette chaîne de commandement. Nous avons à peine le temps de reprendre notre souffle que nous voilà à nouveau devoir composer avec d'autres morts, et pas des moindres. D'abord celle de la jeune Sophia, écrasée par un rocher, une mort aussi soudaine que terrible, et un Udo qui, ne réalisant pas que Sophia est morte, se rue vers elle et ne réalise pas qu'une foule immense est en train de se ruer vers lui, et à nouveau, sans qu'on ne parvienne à le réaliser immédiatement, la mort du jeune homme écrasé à mort par ces civils courant pour leur vie, et n'ayant que faire de celle des autres. Durant toute cette phase de stupeur, la bande originale réalise un travail admirable avec cette contrebasse, ces violons, ces trompettes qui donnent un ton à la fois magistral et gravissime, rendant l'ambiance suffocante, si ce n'est insoutenable, pour peu que l'on se mette dans la peau des habitantes et habitants de Revelio. Gabi, évidemment, est traumatisé. Son esprit ne parvient pas du tout à composer avec le choc et la violence de ce qui vient de se passer. De même pour Cord qui, d'un côté, ne sait pas du tout où est passé Falco, et de l'autre semble persuadé que Udo est toujours en vie, alors que son corps ensanglanté et piétiné montre malheureusement le contraire. Et après l'horreur, la clameur, la révélation du titan marteau à coups de trombones et de trompettes en la personne de Lara
Tibur. Comme nous pouvions nous en douter, Willy Tibur n'était pas le détenteur du titan marteau. Il s'agissait de la majordome qui s'avère être également sa sœur et voue un amour et un respect inconditionnel à ce frère qui aura tout sacrifié pour la bonne cause. Et alors que Lara est en train de composer son titan, Eren riposte immédiatement et s'acharne sur son adversaire, sans même lui laisser le temps d'aboutir à une transformation complète. Eren est devenu une machine de guerre, impitoyable, et semblant n'éprouver aucun regret dans la boucherie qu'il est en train d'entreprendre. Du côté du général Théomagat, alors que lui et sa troupe se situent au niveau du haut d'un bâtiment, le constat est clair. La guerre vient de commencer, Eren Yeager est l'ennemi absolu à abattre et il va falloir se battre. Par ailleurs, avec la mort de toute la tribune militaire de Mar, Théomagat devient ce faisant le nouveau chef-major du bras militaire de Mar. Et tandis que Théomagat annonce la riposte, nous voilà revenus à Pieck et Porco qui se font, comme nous avions pu nous en douter, sauvés par l'unité Panzer de Pieck. Pieck, le titan charrette, a manifestement besoin que cette fameuse unité armée Panzer puisse se préparer en vue d'être transportée à même son dos, ce qui va lui demander un certain temps de préparation, a priori 10 minutes, avant qu'elle ne prenne place à la bataille. Pieck a d'ailleurs à peine le temps d'expliquer son plan à Porco et à son unité qu'un bruit de courroie se fait entendre et très vite les cœurs battent la chamade. La cavalerie de fer est arrivée. Une arrivée particulièrement épique grâce à l'usage du son, tous ces câbles qui s'étendent et qui s'étirent, ces grappins qui, on le devine, harponnent les maisonnées de Revelio en vue d'aboutir à un Deus Ex Machina particulièrement savoureux, pour peu que l'on oublie le contexte d'horreur totale qui entoure l'épisode. Retour au tyran titan qui dévoile ses pouvoirs de terraforming, soit la capacité de créer toutes sortes d'armes à travers la manipulation d'un cristal. Eren finit par se faire dominer et alors que Lara lui demande si l'usurpateur a une dernière parole, Eren donne le signal à Mikasa. C'est maintenant ou jamais. Notez que Eren se fait vite dominer non seulement parce que le titan marteau dispose d'un pouvoir incroyable, mais aussi parce que tous les soldats postés aux alentours et dirigés par Théomagat disposent d'une artillerie anti-titan des plus efficaces. Magat aimerait d'ailleurs que le titan marteau dévore Eren afin de s'approprier le pouvoir du titan original, mais celle-ci semble n'avoir qu'une intention, le tuer. Pourtant, d'un point de vue tactique, dévorer le titan original est la meilleure solution, parce que si Eren meurt, son pouvoir va être transmis à un autre Eldien, à un nouveau-né notamment. Mais revenons à Mikasa, la première protagoniste, hormis Eren, à être de nouveau introduite dans cette saison 4, et quelle prestance! Mikasa est toujours aussi badass, ultra efficace en combat. Juste après avoir sauvé Eren, Mikasa se rend à ses côtés et le supplie de revenir à la maison, tout en lui demandant s'il a conscience de ce qu'il vient de faire, à savoir le massacre d'innocents, de civils qui, de fait, n'avaient absolument aucune responsabilité dans les horreurs qui ont été perpétrées par Mar et notamment le bras militaire de Mar. À cette question, Eren oppose un regard des plus vides, une sorte d'absence de remords et se contente de lui faire remarquer que le titan marteau n'est toujours pas mort. Quant aux soldats de Magat, ces derniers ont à peine le temps de réaliser la présence de Mikasa qu'ils se font prendre d'assaut par la brigade d'exploration et cette fameuse manœuvre tridimensionnelle dont ils ne connaissent pas grand chose si ce n'est rien. Pour rappel, la manœuvre tridimensionnelle est un savant assemblage de courroies qui enserrent le buste et les jambes, cela en vue de se battre dans un espace tridimensionnel. Avec ce grappin tiré sur tel ou tel objet, cela grâce à un mécanisme d'évacuation du gaz dont la source émane de roches explosives gelées créées par ni plus ni moins que le titan originel. Il s'agit là d'une ressource unique en son genre, et l'île du paradis en détient le monopole. À cela viennent s'ajouter des sabres coupe-nuque de 80 cm, mais aussi des pistolets et une artillerie anti-titan, ces roquettes explosives que nous avions vues lors de la saison 3, que la brigade n'hésite pas à utiliser sur les militaires. Assez vite, on réalise que la plupart des membres de la brigade d'exploration semblent ne pas approuver ce qu'Eren vient de faire. Pour autant, il en existe certains, dont Floch, l'ultime survivant de la charge d'assaut de Erwin Smith lors de la bataille de Shiganshina contre le titan bestial. Un Floch pour qui
toutes celles et ceux qui les entourent, qu'ils soient militaires ou civils, appartiennent à un même bloc ennemi uni et indivisible. Ces ennemis les ont massacrés à l'intérieur des murs et maintenant nous allons les massacrer. C'est une vision totalitaire, sans aucune morale, et le plus effrayant est que Eren semble désormais partager cette idéologie totalitaire. Mais revenons à Mikasa qui, à force de batailler avec le titan marteau, finit par faire réaliser à Eren le point faible du Warhammer. À savoir que ce même cristal qu'elle utilise pour terraformer des armes est utilisé pour protéger son corps d'humain. Et c'est en réalité à travers ce cristal et une sorte de tube qui la relie au titan qu'elle est capable de créer à loisir toutes sortes de formes, dont son titan, quand bien même celui-ci se fera exploser la nuque. C'est à la fois une grande force, mais une grande faiblesse dès qu'on a réalisé la présence du fameux cristal en dessous du sol. Gabi, qui a à peine eu le temps de composer avec les morts de Sophia et Udo, semble remonter comme jamais et s'affaire, plutôt que de rester dans l'hôpital de Providence établi en urgence dans un coin reculé de la ville, à retourner au lieu névralgique de bataille. Fatalement, un nouveau massacre se déroule sous ses yeux. Des militaires, cette fois-ci, abattus par une certaine Sacha, qui, après avoir réalisé que Gabi n'est qu'une enfant, décide de l'épargner, là où Floch et d'autres n'auraient pas hésité à l'abattre. L'état d'esprit de Gabi à ce moment précis est un chaos, un maelstrom absolument terrible. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle ne comprend pas pourquoi ses amis sont morts, elle ne comprend pas pourquoi des civils viennent d'être exterminés à tour de bras. Et de cette incompréhension naît une rage qui semble aveugle et que l'on devine similaire à celle d'Eren lorsqu'il était petit et venait d'assister à l'épandage unilatéral de son district. Sacha, Connie, Jean, Mikasa, tous ont un nouveau caractère design, justifié par les 3 ans d'ellipse. Le style du studio Mappa est un peu plus rond, et c'est alors que l'on s'interroge sur la présence ou non de Levi, que celui-ci finit par intervenir dans un splendide Deus Ex Machina en tranchant les dents du titan mâchoire qui s'apprêtait à en finir avec la nuque d'Eren. À travers la mémoire de sa prédécesseur, Ymir, Porco a vite compris que le Ackerman qui lui fait face est un danger sans commune mesure. Et pourtant, Porco, peut-être parce qu'il ne s'était jamais battu avec cette brigade d'exploration formée depuis des années à démonter du titan, Porco ne comprend pas pourquoi et comment de simples humains imaginent pouvoir le vaincre lui, le titan mâchoire. Ce superbe plan où Porco est assailli de part et d'autre de membres de la brigade est iconique. C'est à partir de là qu'il réalise pourquoi on les appelle les démons du paradis. Cet épisode était ahurissant, quand bien même, et je peux le comprendre, la présence de la 3D peut entacher la dynamique et la fluidité de l'action, tout particulièrement lorsqu'on la compare à la 2D sublimissime de Wit Studio. Mais malheureusement, si nous nous attardons un tout petit peu à l'histoire de Wit Studio et la genèse de cette saison 4, nous réalisons que les équipes de Wit étaient en burn-out total. La mise en chantier de la saison 4 leur était tout bonnement impossible en termes d'effectifs humains, et c'est pour cette raison que la patate chaude entre guillemets a été confiée à Mappa. Mappa qui clairement a bénéficié de peu de temps pour adapter cette saison 4, ou du moins le début de cette saison 4. C'est peut-être pour ça que certains plans séquences en 3D sont aussi statiques. De fait, la 3D est forcément un mauvais choix face à de la 2D Sakuga, mais nous avons pu voir sur certains aspects, la saison 4 de Shingeki no Kyojin compris, que la 3D peut également être dynamique et prenante pour peu que les bons angles et le niveau de détail soient au rendez-vous. De même pour la fluidité, bien évidemment. En ce qui me concerne, la splendeur de l'épisode est conservée. Il se peut, ceci dit, que le moi d'il y a 5 ans ait été plus critique sur cette fameuse 3D qui englobe de nombreux passages, notamment tous ceux qui concernent les titans. Mais plus on s'intéresse à l'anime et à son industrie, plus on comprend combien le secteur est sinistré. Manque financier, manque d'effectifs. La période dorée des années 90, 2000, 2010, 2015 semble malheureusement révolue. Heureusement pour nous, Shingeki no Kyojin n'est pas logé à la plus mauvaise des enseignes. La substance, l'âme de l'œuvre est conservée. Les équipes de Mappa montrent qu'elles ont envie de nous donner le meilleur spectacle possible. L'épisode 7 devrait être dingue, notamment parce que tous les protagonistes n'ont pas encore fait leur apparition. Je pense notamment à Armin. Quid de Zeke? Où est-il? Ça va faire mal. Niveau sentiment, peut-être parce que je suis un lecteur du manga, je ne peux m'empêcher d'être partagé par cette
épicness qu'apporte l'intervention de la cavalerie de fer, et l'horreur de l'assaut perpétré par Eren. Sophia et Udo ont eu peu de temps d'exposition, et pourtant je me suis attaché à eux, parce que je suis un fragile. Je vous dis probablement à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao ciao.